Je me suis retrouvée dans la même situation il y a un an et demi dans un autre lieu, et c'était à la Villa Médicis, parce qu'avec Claire Tabouret, on faisait une exposition avec Yoko Ono, et c'était en mai 2017. Donc je ne peux pas refuser de penser à cette exposition, en plus je reviens de la Villa Médicis. Et en réfléchissant parce que je suis romaine, parce que dès que je vais à Rome, j'oublie les Français. Mais les questions que je voulais poser à nouveau à Claire, sûrement j'ai pensé à l'exposition que vraiment elle avait conçue à la Villa Médicis. Et donc j'ai trouvé des énormes différences et aussi des éléments qui m'ont amené à penser à l'exposition ici à Paris, chez Almirech, donc à la galerie, et ce que tu vas réaliser, que nous n'avons pas vu, moi je n'ai pas vu, j'ai vu des images de quelques œuvres, donc que tu vas réaliser et présenter dans l'atelier de Picasso et Dora, donc tout de suite après. Donc l'exposition, c'est en complicité avec Yoko Ono, on ne va pas refaire l'histoire, donc on était ensemble, etc. On avait les grands formats avec les compositions de ces personnages de groupe pour lesquels aussi Claire a été tout de suite connue, notamment pour l'exposition à Palazzo Grassi avec Caroline Bourgeois. Il y avait aussi des figures individuelles féminines, donc des make-up, avec des éléments déjà comme des guerriers, des guerrières. Il y avait des œuvres, et je trouve vraiment que je voulais discuter avec toi, que ça me rapporte à cette exposition, à ces deux expositions. Donc une, c'était d'Embrace, je pense que c'était la dernière œuvre qu'il réalisera pour la Villa Médicis. Et là, c'était des femmes, donc ici, il n'y a que des sujets masculins à torse nu. Là, il y avait des femmes qui s'embrassent, ou ils s'embrassent tendrement, mais si c'est un début peut-être d'un conflit, avec leur tenue en latex. Et aussi, Claire, en accord avec Yoko Ono, il réactivera une pièce del 66, parce que pour Yoko Ono, il n'y avait que des pièces anciennes. Et Yoko Ono, il avait choisi de réactiver cette pièce face à un grand tableau de Claire. Et c'était une chaise complètement bandée par des gaz. Et c'est Claire qui va l'activer pour Yoko Ono, en complicité. Et c'était la gaz, la réalisera de cette façon complètement intime, où l'équipe qui était uniquement présente, et il pouvait imaginer Claire dans son atelier à Los Angeles. Donc c'est des pièces, l'élément de duo, qui pour la première fois apparaître ici, de façon si sériale et si présente, et aussi cette matière que peut-être on retrouvera dans l'atelier successivement. Donc est-ce que pour qui connaît le travail de Claire, on voit tout de suite une énorme différence par rapport à la couleur. Et aussi à technique, tu as une technique, comment c'était réalisé, un autre processus de technique pour réaliser ces derniers tableaux. Donc c'est qu'est-ce que ça passait déjà dans cette année et demie, même pas, dans ton atelier que tu travailles en solitude à Los Angeles, quel type de rencontres, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ces derniers processus artistiques? En tout cas, il n'y a pas un changement qui se fait du jour au lendemain. Je parle toujours de fondu enchaîné ou de glissement vraiment d'un tableau à un autre. Donc c'est vrai qu'il y a un fil conducteur qui au fur et à mesure va décaler les sujets, mais la question du corps est très présente et de comment on habite son corps et le rapport à l'autre. En fait, plus que le langage parlé, je vais être dans le langage du corps pour exprimer des situations de tension, des situations de désir ou d'opposition. Et c'est vrai que je n'avais pas repensé à cette œuvre qu'il y avait à la Villa Médicis. C'est vrai que c'est la première fois où il y avait la question du couple, alors que dans mon travail jusqu'à présent, il y avait surtout le groupe auquel on fait face, cette confrontation des corps debout avec le corps du spectateur, et puis la figure seule, comme tu disais, dans les portraits, notamment les portraits de maquillage, où il y a le recouvrement. Donc le recouvrement est aussi une question importante, puisqu'il y avait dans ces grands groupes la question des habits, des cheveux qui recouvrent tous les personnages et les emprisonnent, et qu'on retrouvait dans cette performance de Yoko Ono, que j'ai eu la chance de pouvoir, je ne sais pas comment on dit, rejouer ou activer, où il s'agissait de recouvrir un objet avec cette sorte d'intensité de la présence du corps qui est passé par là mais qui n'est plus, donc la question de la trace plutôt. Et donc de fil en aiguille on est là, et donc on se retrouve avec cette obsession du rapport du couple, en tout cas de deux corps qui se font face. Et en général, à l'atelier, je travaille à la fois les œuvres sur papier, les peintures dans un temps qui cohabitent. Il n'y a pas l'idée de faire des œuvres préparatoires et puis de faire les grandes œuvres ensuite. Et puis en plus, j'ai un attachement très très fort à ces œuvres sur papier
que je trouve parfois plus abouti dans un langage pictural que mes peintures, et donc j'essaye d'apprendre parce qu'il y a beaucoup la question de l'accident, de la spontanéité dans les œuvres sur papier, donc il y a des surgissements qui m'apprennent des choses que ensuite j'essaye de presque rebasculer dans la peinture. Et où est-ce que j'en étais ? Et donc c'est vrai que dans la pratique du monotype, où là ça a été vraiment mené de front avec les peintures, il y a beaucoup cette question de la répétition, puisque je pense à ça parce qu'on est vraiment entouré de ces œuvres. Peut-être je peux juste décrire un tout petit peu comment c'est fabriqué. En fait, c'est avec des encres à l'huile qui sont appliquées sur une plaque de plexiglas, donc extrêmement lisse. C'est une encre spéciale qui en fait va jamais sécher tant qu'elle est sur du verre ou du plexiglas, mais qui va sécher au contact du papier. Donc ça permet de retravailler autant qu'on veut. Moi, je suis plutôt dans un geste, comme je disais, de surgissement, de spontanéité. Cette plaque, je la fais passer dans la presse. Je tourne la manivelle, c'est une presse manuelle. Et il y a un premier dessin qui apparaît. Et bon, évidemment, il est inversé, mais il y a aussi la manière dont l'encre, s'il y a un peu trop d'encre, elle va s'écraser, créer une tache qui va peut-être être merveilleuse ou peut-être catastrophique, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur la plaque de plexiglas, il va y avoir encore une fois une trace qui reste comme un fantôme de ce dessin. Et donc, plutôt que d'effacer ma plaque et de passer à autre chose, j'ai tendance à utiliser ce fantôme, légèrement le transformer, rajouter quelque chose dessus et réimprimer. Et donc c'est vraiment comme, souvent je pense à cette comptine d'enfant où le dernier mot de la phrase, la dernière syllabe en fait commence la phrase suivante. Et donc là il y a un peu cette idée-là de chaque dessin qui amène le suivant, et donc on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver en fait. Mais voilà, en tout cas ça implique une répétition, une ronde, qui m'intéressait beaucoup parce que à chaque fois il y a un renouvellement, il y a une nouvelle histoire, c'est jamais la même histoire. Même s'il y a une répétition d'un motif, il y a quand même un renouvellement de la présence de ces corps. Et pour les tableaux, donc tout ce dynamisme, oui, non, pour parler donc de l'autre grande chambre, que c'est vraiment la salle, elle est magnifique, toutes les trois salles sont magnifiques, mais la grande salle est sublime, des perfections, des liaisons avec le chromatisme. Mais et pour tout ce que tu dis là, sur un tableau, comment tu agis sur un tableau? Donc, par rapport à cette technique que tu viens d'expliquer, comment tu fais faire des éléments qui se retrouvent et tu plies comment ça construit pour toi, donc pour garder la spontanéité quand tu conçois un tableau? Alors, je pense que ce qui m'aide beaucoup pour garder cette spontanéité, c'est le fait de travailler sur beaucoup de tableaux en même temps. Donc, le fait d'avoir un atelier beaucoup plus grand depuis que je suis installée à Los Angeles, c'était une des volontés, c'était pas une volonté de grandeur, c'était quelque chose d'assez concret et pratique. Ça me permet de considérer la surface du tableau comme une feuille de papier, donc je peux être entourée d'une trentaine, une quarantaine de toiles et essayer de garder ce mouvement en fait de sautillement où je sautille d'une toile à une autre en essayant de pas m'immobiliser, comme si là il y avait quelque chose d'un peu dangereux, et d'utiliser ce que je découvre dans une toile et de le rebasculer dans la suivante. Et ensuite, c'est vrai que dans cette exposition-là, pour moi, enfin dans les toiles qu'on découvre ici, il y a vraiment des nouveautés, en tout cas dans ma manière d'appréhender la toile, parce que c'est vrai que chaque peinture est construite sur un support très différent. Il y a à la fois les couleurs de départ, il y a quelques toiles, si vous regardez les tranches, vous verrez que les toiles sont noires en fait. Donc là c'est l'opposé de ce que je fais d'habitude, où j'ai toujours tendance à partir de la lumière et par recouvrement, par obscurcissement, presque d'assourdir cette lumière pour essayer de garder quelque chose de plus ténu qui viendrait d'en dessous. Là je me suis battue contre ce noir qui est extrêmement mat, et qui en fait, j'ai essayé de mettre la lumière par-dessus. Donc c'était presque le mouvement inverse pour peut-être casser une habitude. Il y a d'autres toiles qui sont peintes sur des tissus récupérés. Donc il y a notamment la petite toile là qui a ces motifs de palmier qui sont brodés. Donc ça c'était presque une surprise d'atelier avec un vieux chiffon qui traînait. Et j'aimais beaucoup ce rapport ambigu parce que c'est à la fois une toile très sombre mais qui pour moi évoque peut-être cette lumière de Los Angeles qui est à la fois criarde et un peu aveuglante et qui est très blanche et très sombre à la fois. Donc c'était
une manière de représenter ça. Et ça devient un duel au soleil, d'une certaine manière. On imagine ces personnages en plein cagnard s'affronter. Et puis, il y a d'autres toiles que j'ai peintes au sol, pas tendues sur un châssis, ce qui me permettait de vraiment les plier en deux et de créer ces tests de Rorschach avec comme les encres qui se dédoublent. Et puis ensuite, il y a aussi le grain. Il y a certaines toiles, notamment la jaune, la grande jaune, ou celle qui est de ce côté-là quand on rentre, très orangée, où là, le grain de la toile est extrêmement rugueux. Alors peut-être vous ne pouvez pas toucher, mais moi je les touche avant de commencer. Et ça aussi, ça implique, ça influence qu'est-ce que les corps vont raconter. Parce que s'ils sont sur une toile qui est très rugueuse, il va falloir que mon geste soit beaucoup plus dynamique. Et évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes pinceaux, en fait. Mais ça, c'est vraiment que des choses très intuitives. J'y pense pas. C'est mes mains j'ai une grande table où il y a 150 pinceaux et presque les yeux fermés. Voilà, je les trouve. Ou sinon, je cherche toujours le fameux pinceau. J'ai l'impression qu'il y a un pinceau magique et que je suis toujours en train de chercher le pinceau magique et que je le trouve pas. Donc, j'essaye des pinceaux. Mais quand la toile est très rugueuse, ça va impliquer quelque chose de beaucoup plus gestuel, alors que quand les autres toiles qui sont peintes sur quelque chose de très lisse, qui se rapproche du papier, on va avoir un rapport qui est plus proche de la peau, et donc plus de douceur dans le geste, et du coup plus de douceur aussi dans les corps représentés. Et tu as dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, une toile termine et ça commence tout de suite l'autre. Voilà, souvent, on a, je ne sais pas si c'est vrai, hein, si tu l'appelles comme ça, il y a des séries dans ton travail. Est-ce que c'est la nécessité et tu passes d'une toile à l'autre jusqu'à ce que la série s'achève? Par exemple, ici, tu appellerais une série? Oui, moi j'aime bien appeler ça un ensemble, parce que j'ai vraiment l'impression de créer comme ça quelque chose de l'ordre de la ronde et de l'ensemble, plus que de la série, parce que dans la série, il y a plus l'idée d'une déclinaison, presque le côté industriel, sériel, alors que là, j'ai quand même... je risque de redire quelque chose que j'ai dit il y a quelques jours, j'espère que... Enfin, avec un peu de chance, vous ne l'avez pas entendu, mais je pense que ça illustre cette différence entre peut-être la série et l'ensemble. Mais c'est les toiles d'Edouard Munch qu'il a fait sur, notamment, il a beaucoup travaillé sur le rapport amoureux, le couple. Et donc, il y a une très belle série de peintures qui s'appelle Le Baiser. Et moi, je me rapprocherais de ça. Je crois que je comprends comment il passe en fait, d'une toile à une autre. Il commence avec ce baiser. La toile suivante, les deux visages en fait, se mélangent. Il n'y a plus de trait du visage, il n'y a plus qu'une oreille pour les deux visages. Donc on commence à avoir quelque chose, une tonalité légèrement inquiétante. La première, on va être dans une tonalité tendre. La seconde, on commence à s'inquiéter. On se dit, mince, est-ce qu'on a perdu son individualité? Qu'est-ce qu'on entend avec une oreille pour deux? Et puis la toile suivante, elle va s'appeler Le Vampire. Et on est toujours dans le baiser, mais d'un coup, on se dit, mais en fait, il y en a un qui est en train de dévorer l'autre. Et donc c'est un peu ça, moi, dans ma manière de travailler, quand je parle de glissement d'une toile qui amène une autre, c'est que l'idée, c'est pas de refaire la même toile, c'est de voir quelque chose dans un de ces dessins et de le prolonger avec le fantôme de ça, avec la trace de ça, pour arriver à en faire un autre. Et ça arrête à un certain moment. Moi, ça m'avait touché une fois une artiste qui est très très âgée, mais peintre, hein, qui est Marisa Mers, qui peint toujours, vous utilisez une terminologie très pas nuancée, mais toujours ces visages de femmes, c'est elle-même, ou selon la tradition italienne, d'Antonello da Messina. Mais donc, tu penses qu'il a achevé un tableau. Par contre, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vu qu'il quitte rarement ses œuvres, de son atelier, de sa maison, il répond dessus. Ah ouais. Non, moi, il y a quand même un détachement. C'est fini, Enfin, après, il y a un détachement si la toile, elle sort de l'atelier, quoi. Si elle reste dans l'atelier, ça c'est sûr que tant qu'elle est dans l'atelier, je travaille dessus. Et puis il y a les toiles entre guillemets ratées, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais des toiles qui m'ont servi à moi, mais qui, à mon avis, n'ont pas besoin de servir à d'autres, enfin n'ont pas besoin de sortir parce qu'elles ont servi à m'amener à l'étape d'après. Et donc ces toiles-là, je les garde, je jette jamais rien, et c'est vrai que ça sert de support ensuite, ça sert de fond pour des fois faire complètement autre chose. Et tu disais par rapport à la gestualité, je t'ai jamais vu peindre à Los Angeles. Par contre, j'ai eu ce miracle de ces moments pour Yoko Ono que tu as fait pour une autre artiste. Et tu étais seule avec elle, cette dimension intime.
Et tu parlais comme ça de tes instruments comme la peinture, le fait aussi que tu aimes peindre et tu as un rythme très soutenu. Tu voyages beaucoup, mais quand tu es là à Los Angeles, il semble, c'est qu'on sait que tu peins beaucoup et très concentré. Est-ce que tu aussi t'entraînes à une sorte d'habitude avec toi et tes outils de peinture pour que tu ne dois pas forcément les voir? C'est complètement fluide entre toi et eux. Donc ça te nécessite aussi de peindre beaucoup, ce qu'on appelle beaucoup, avec un rythme très soutenu. C'est te demander pour quelle raison. Tu sais pourquoi tu fais. Pourquoi je peins autant? Oui, pourquoi tu as envie de. Et ça, c'est caractéristique. Parce que souvent, excuse-moi, parenthèse, quelquefois, j'entends que c'est aujourd'hui qu'on peint beaucoup, on sculpte beaucoup. Non, c'est caractéristique de toute l'histoire de l'art. C'est par rapport à vraiment un caractère d'un artiste par rapport à un autre. Là. Oui. Parce qu'après, il y a des gens. C'est une manière de réfléchir. Donc, il y a des gens qui arrivent à réfléchir sans peindre. Oui, c'est juste tant mieux pour eux. Moi, oui, non, c'est comme ça. Voilà, c'est exactement. Je pense que c'est vraiment, tu as raison de dire, ça a toujours existé chez un certain type de caractère. Et c'est vrai que pour moi, pour avancer, j'ai besoin d'avoir ce rapport au faire. Et après, j'ai une urgence assez extrême dans mon rythme de vie, dans ma manière de peindre. Et il y a évidemment une peur de la mort qui est présente depuis l'enfance, étrangement, alors que on peut se dire quand on est enfant, on a le temps de penser à la mort, mais il y avait cette conscience aiguë du temps qui passe vite depuis toujours. Et d'une certaine manière, ça me pousse en avant, comme si j'avais pas le choix. Je me dis le repos, ça sera pour une autre vie. Et c'est qui à Los Angeles dans ton atelier que tu peins? Ici, tu le feras pas, tu n'amènes pas comme Elisabeth Peyton des petits tableaux dans sa veste pour les peindre. Là, quand j'étais à Avignon, par exemple, cet été, où j'avais fait 2 expositions, et même à New York, à l'hôtel, j'avais acheté des bâches et recouvert l'hôtel. Ouais. Là, à Paris, j'avoue, depuis que je suis arrivée, c'était un tourbillon où j'ai pas peint depuis 10 Et pourquoi jours. tu as quitté la France pour Los Angeles, pour cette couleur que tu as retrouvée récemment? Je ne la connaissais pas, la couleur de Los Angeles, en fait. Je ne connaissais pas la ville, donc je crois que ça, c'est quelque chose qui me plaît, moi, d'aller dans les endroits que je ne connais pas. Donc c'était attirant. C'était très impulsif, comme beaucoup de choses que je fais. Pas très réfléchi. Mais ça s'est trouvé bien. Je suis restée. Pour aller au-delà de cette exposition ici, la successive, donc pour l'année future et pour avoir donc la vision de toutes les 2 expositions dans le même temps, donc qu'est-ce qu'on va voir dans le mois d'octobre à l'atelier? Pourquoi donc c'est... Oui, peut-être il faut que je reprenne, je vais revenir un peu en arrière pour vous raconter même le début de cette expo était aussi lié les titres, c'est important. À ce second chapitre, parce qu'en fait, quand Almine Reich m'a proposé de faire cette expo ici, il y avait aussi l'idée de faire une seconde exposition en octobre dans l'atelier de Picasso à Bois-Gelou. Donc c'est un atelier où il a surtout fait des sculptures en plâtre. Et j'aurais pu travailler 2 expositions complètement séparées. J'ai tout de suite eu envie, alors aussi parce qu'il y a une proximité de date, ce qui fait que c'est difficile. Surtout moi, j'ai un rapport très obsessionnel quand je rentre dans quelque chose, je pense plus qu'à ça. Donc je me disais, dans le même temps, dans le même été, je ne vais pas réussir à me dédoubler et à être 2 personnes différentes et à travailler sur 2 histoires différentes. Donc tout de suite, les 2 projets dans ma tête étaient reliés. Et donc ici, même si c'est pas forcément évident au premier regard, il y a un lien avec Picasso, parce que pour moi, réfléchir à rapprocher mon œuvre de sa présence, c'était aussi me confronter à ces toiles qui me venaient tout de suite en tête en pensant à lui, qui sont les portraits qu'il a fait de Dora Maar, la femme qui pleure, qui sont d'une grande brutalité, c'est une grande tragédie en peinture. Et c'est des tableaux que je trouve à la fois magnifiques et terrifiants. Il y a une sorte de mouvement paradoxal. Et donc le titre vient aussi de cette femme qui pleure, et j'avais envie qu'elle devienne le personnage principal du titre, qu'elle soit le jeu de cette phrase. Je pleure parce que tu ne pleures pas. Et mes propres conflits internes entre ces 2 figures, la figure du peintre qui se saisit de ses pinceaux et qui doit réagir à une tragédie
par la peinture, par une sorte de force, d'énergie vitale qui va... C'est la manière d'un artiste, je pense, de survivre et d'être aussi, d'avoir aussi une sorte d'identification à cet objet peint, à cette femme peinte qui pleure. Et donc, m'est venu voilà, ces corps en lutte qui sont à la fois ma double identification qui de manière interne combat, et puis aussi le rapport du couple et toute sa complexité, toute sa violence, et qu'on trouve beaucoup chez Picasso en fait. Et c'est vrai que Picasso a beaucoup peint l'amour, a beaucoup peint le déchirement amoureux, a beaucoup peint la rupture à travers des figures de femmes. Et moi, j'ai de manière très intuitive, il se trouve que j'ai peint mon rapport à l'amour, à la rupture, à la tragédie par des corps d'hommes. Mais je crois que dans les deux cas, il faut se dire que je crois que les peintres s'identifient aux personnages qui peignent. Donc c'est au-delà de la question du genre. Mais là, par exemple, l'œuvre qu'il a de l'autre côté, de l'autre salle, la grande salle, on voit très bien la ligne au milieu. Donc cette toile qu'il est, à un certain moment, il est venu à se toucher. C'est fond au moment qu'elle s'est touchée, parce qu'après les figures, tu la prends dans un deuxième moment. Et donc cette faux miroir, parce que les formes ne sont pas pareilles, donc c'était comme la recherche d'un alter ego. C'est ça que tu veux dire, Dan? Ce qui m'intéressait là dans ce mouvement comme ça de miroir, c'était qu'on peut effectivement se demander à un moment donné, mais tiens, mais est-ce que c'est pas un vrai miroir? Est-ce que c'est pas la même personne qui est en train de se débattre et de se battre? Et ça peut devenir la figure de l'artiste dans l'atelier qui se bat face à lui-même en fait. Donc il y a aussi cette possibilité-là. C'est vrai que c'est des toiles qui ne sont pas... il n'y a pas une lecture c'est le fond unique. Que tu peins d'abord et après c'est la figure qui intervient. Ouais. Pour ces toiles en particulier. Ouais. C'est spécifique à cette toile. Et c'est ici, il n'y a que des personnages masculins, donc chez Picasso, il n'y a que des figures féminines. Non, dans l'exposition qui ouvrira en octobre, on va retrouver ce motif, même quasiment certaines positions vraiment de ces œuvres transcrites, transposées dans des sculptures en plâtre qui sont échelle 1. Voilà, taille humaine, 2 corps en prise. Avec ce nouveau matériau pour moi, j'avais travaillé un petit peu la terre, la céramique. Ce qui m'avait plu, parce que dans le travail d'émail, il y a vraiment quelque chose qui est très très proche du rapport à la couleur qu'il y a dans mon travail par transparence. L'émail, c'est du verre fondu, donc on peut vraiment penser en couches. Et donc je retrouvais des teintes et des ambiances colorées très très proches des peintures. Mais j'avais une grande frustration au niveau de la temporalité dans laquelle on construit une sculpture en terre, parce qu'il faut être assez calme en fait. On ne peut pas monter un personnage des pieds à la tête en un mouvement, parce que la terre va s'affaisser, donc il faut monter un peu, puis attendre 6 heures, et puis après on remonte un peu. Donc ça ne m'a pas du tout convenu, parce que je suis de plus en plus dans la recherche du geste fulgurant, donc même dans ma peinture, je mets ça en pratique. Et donc du coup le plâtre, ça m'intéressait, parce que le plâtre, on le mélange à l'eau, il se fige, et puis donc d'habitude les gens le travaillent en moulage, c'est parce qu'on le coule à l'intérieur d'un moule, ça fige, et puis voilà, mais c'est très très difficile à travailler en modelage, ça se fait pas, parce que c'est une folie, parce qu'on a 22 secondes pour le manipuler. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire et que vous verrez dans un mois. Voilà. Vous voulez intervenir? Non? Je crois qu'il y avait une question. Oui, pardon. Ah non, pardon, vous vouliez dire... C'est comme aux enchères, monsieur à l'enchère. Non, c'est que pendant que tu parlais de la sculpture, là, parce que là tu te rapproches de la sculpture, sûrement quand tu as fait les premiers parcours à l'école des beaux-arts et tout ça, tu avais des références d'artistes, je ne sais pas si ce sont des peintres, pas forcément, mais là par exemple pour la sculpture, est-ce que la rencontre d'un artiste, d'une personne, un événement, il a déclenché oh pas du tout, ou l'évolution de la vision du même artiste, que tu le vois d'un autre point de vue, ou une expérience beaucoup plus complexée, plus complexe?
En fait, comme c'était quand même lié à ce lieu, à Boisgeloup, il se trouve qu'il y a un très très beau livre de Brassailles qui s'appelle Conversation avec Picasso, où en fait Brassailles, qui a suivi Picasso pendant de nombreuses années, même s'il y a eu des longues interruptions, il est revenu à différents moments de sa vie et de son œuvre pour photographier les œuvres de Picasso. Mais du coup, il a passé beaucoup de temps dans l'atelier de Picasso et il avait cette habitude de noter toutes les conversations, les visites d'atelier. Donc il a retranscrit ça beaucoup plus tard dans ses conversations qui sont vraiment merveilleuses parce qu'on garde l'oralité des conversations. Il y a plein de petits détails. Finalement, ça le rend incroyablement vivant et concret. Et puis il a aussi cette manière de s'attacher à décrire tous les personnages qui sont dans cet atelier, parce que Picasso, à l'inverse de moi, il n'était pas tellement solitaire, il y avait beaucoup de monde dans son atelier, il y avait déjà ses femmes, il y avait son assistant, il y avait des admirateurs, 3 heures tous les matins, un groupe d'admirateurs. C'était le show, c'était le spectacle, et donc il décrit ça avec énormément de précision, je le recommande. Et donc, à un moment donné, un des chapitres, ils vont à Boisgeloup pour photographier les sculptures. Et donc, c'est pour ça que je lisais ce livre, voilà, parce que j'étais curieuse de qu'est-ce qui s'était passé à Boisgeloup. Et en fait, ce qui me plaisait dans la description que Brassailles fait de la manière dont Picasso construit ses sculptures, c'est vraiment le côté tellement impulsif et intuitif, c'est-à-dire qu'il construit à un moment donné un personnage et puis il lui manque un bras et puis il se trouve qu'il a un mannequin d'un magasin de vêtements qui traîne à moitié cassé, il arrache le bras, il colle le bras, après il lui faut une jambe et il va prendre le pied de la chaise. Et donc cette sorte de décomplexion totale était extrêmement enthousiasmante pour moi, qui me disait finalement je vais sauter la tête la première dans cette aventure avec une exposition assez importante et impressionnante dans un temps absolument court comme d'habitude. Et tu t'en poses? Pas vraiment parce que j'accepte les invitations. Et les invitations sont de plus en plus folles et de plus en plus dans des temps très courts. Et c'est le monde qui est comme ça. Voilà, comme j'ai tendance à penser que j'apprends de chaque nouvelle invitation, de chaque nouvelle expérience. Je me force des fois à accepter des folies. Et donc ça, c'était un peu une folie de se dire je vais en un été expérimenter, rater, détruire, reconstruire et arriver avec quelque chose qui tient debout à la fin. Et donc pour ça, j'avais besoin de me référer régulièrement à la figure de Picasso en me disant il y a cette énergie-là, c'est dans cette énergie-là que je peux travailler. Donc c'est vrai que j'ai aussi eu tendance à mélanger des matériaux. Il y a le plâtre, mais il y a aussi le tissu, il y a un peu de peinture, il y a du bois, enfin voilà. Continuons à poser des questions. Vous voulez poser des questions comme vous voulez? Non, des curiosités. Bon, le titre est très curieux. Hein. Tu adores les titres, tu fais très attention aux titres. Mais là, le titre est très narratif et très évocatif. Tu as dit dans son interview la référence à la chanson, à quelque chose de pop, que c'est très important aussi. À quelque chose qui reste, t'appartient, mais d'une culture plus contemporaine aussi liée à ta génération. Est-ce que ces titres, tu conçois les titres, parce que si les œuvres ont souvent des titres, avec beaucoup d'attention et pour ces spécifiques, pour cette exposition à Paris. Est-ce que tu as envie d'en parler? C'est très beau, hein? Oui, mais c'est vrai que ce titre-là, il est arrivé avant les œuvres, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il est vraiment arrivé en pensant à Dora Maar, et donc j'avais ce titre-là. Et c'est vrai qu'il y avait aussi la question de la chanson d'amour, où je me disais que tellement de chansons d'amour ont été écrites sur... tellement de chansons ont été écrites sur l'amour, justement. Et pas tu disais... Et peut-être un peu moins souvent les peintures. Voilà, j'avais quelques exemples en tête, mais je me disais qu'il y avait un terrain qui était absolument riche et intense. Et donc j'ai eu envie de travailler là-dessus. Et après, je pense que ça va se poursuivre. J'ai l'impression que c'est presque
voilà, un premier chapitre d'une histoire qui va se développer dans d'autres expositions en fait. Et quand on parlait pour préparer l'exposition, Claire, tout de suite quand il m'a parlé de la lutte, donc vraiment pour des formations professionnelles plus italiennes, donc j'ai pensé à Michelangelo, tout de suite la lutte c'est un sujet tellement passionnant, comme d'autres pour l'histoire de l'art. Et après la nuit, pour moi la nuit, il est arrivé un texte sur Pina Bausch. Donc j'ai compris que je n'avais rien compris, après il a accepté que j'en parle dans les textes. Et c'est évidemment la question de la lutte, de cette lutte gréco-romaine que tu fais avec la présence des corps en physique. Et en fait, il m'a envoyé ce texte de Pina Bausch, donc une attention portant un petit peu, comme tu disais au début de la conversation, à l'importance du mouvement du corps, même du corps, toi, quand tu peins et qu'on retrouve dans cette nouvelle peinture. C'était ça pour toi Donc c'était la nuit en Italie et c'était la journée pour moi à Los Angeles, mais c'est vrai que j'ai repensé un texte que j'avais lu sur la danse de Pina Bausch et qui parlait vraiment de cette ambiguïté des corps enlacés entre l'étreinte, entre la lutte, entre la lutte de pouvoir et l'écrasement et l'embrassade. Et donc voilà, je trouvais que c'était une belle illustration. Et c'est vrai que souvent j'ai tendance à rapprocher la peinture et la danse parce que dans les deux cas on n'arrive plus avec les mots, on arrive avec autre chose. Et il se trouve que je peins des corps, mais je crois que c'est aussi très vrai dans la peinture qui ne figure pas les corps de manière figurative, on va dire, mais il y a la présence du corps du peintre qui est comme le corps du danseur, en fait. Et donc Et entre les balles de débutants aujourd'hui, les lutteurs, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce qu'elle a évolué, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Il y a la question du mouvement, c'est-à-dire que même encore avant, si on remonte encore avant, il y a eu... Par exemple, quand tu dis avant, tu penses toute la série sur l'enfance, qui était aussi la question du groupe, mais qui était surtout le corps pris au piège d'une situation, déjà la situation du groupe, mais aussi le déterminisme social, l'habillement, la rigidité des codes. Donc on était vraiment dans la dangereuse immobilisation et dans le tiraillement et les forces contraires, parce qu'il y a toujours eu la question de la résistance, se jouait beaucoup plus dans les regards et dans la fureur qu'on pouvait lire dans certaines expressions des visages. Et puis ici, je trouve que il y a beaucoup de nouvelles données. Il y a le mouvement qui est très nouveau, le mouvement de ce qui est représenté en fait. On n'est plus non plus dans le face-à-face, qui a été pendant longtemps très important pour moi, où je voulais à la fois... je vous appelais du regard, en fait, j'appelais le spectateur du regard pour créer cette confrontation et interroger, en fait, d'où tu me regardes, qui es-tu toi. Là, je parle comme si j'étais la peinture, en fait. Et puis, donc ici, c'est vrai qu'on n'a pas tellement ce rapport au visage. Je pense que la psychologie de ce qui se trame, de la tragédie qui se joue dans chaque œuvre, passe par autre chose, passe par la couleur, passe par mon geste de peintre, passe aussi par les muscles tendus, les points d'appui, mais passe moins par une identification à un portrait en fait. J'ai enfoui les visages souvent sous les bras, sous les mains. Donc ça, je crois que c'est une vraie chose nouvelle. Après, il y a aussi le rapport à l'espace qui a beaucoup changé. J'ai souvent pensé les situations et les personnages en commençant par le sol, c'est-à-dire qu'on est ancré dans le sol, enfin dans mes tableaux en tout cas, et je monte en fait à partir des pieds. Et donc il y avait un sol, et puis au-dessus de la tête, il y avait le ciel, et donc on était dans un espace qui s'ouvrait comme ça, comme un paysage, même si c'était des fois très flou. Alors que maintenant, comme on disait tout à l'heure, on a ces encres, on a ces dédoublements, on a des fois ça devient 4, et on peut regarder le tableau dans un sens ou dans un autre. Je trouve qu'il y a une abstraction des fonds qui amène un tout nouvel espace, un tout nouvel environnement où la tragédie se joue dans un espace mental et plus dans un espace de paysage en fait. Donc, parce qu'après, le discours, les enfants, donc avant les balles de débutants, on l'a retrouvé il y a un an dans un cycle de fresques. Donc, c'était le moment où la figure de l'enfant est ressortie dans ton... C'était l'histoire de clôturer quelque chose qui avait
été présent pendant longtemps et j'ai eu la chance d'être invitée à réaliser cette œuvre dans la chapelle de Pierre Jovanovic. Et donc c'est une fresque qui va rester a priori toujours enfin, aussi long que la chapelle existera et que le monde tiendra. Et, enfin, il n'a pas prévu de la recouvrir en tout cas. Et donc pour moi, c'était un rêve de pouvoir réaliser une œuvre immersive, puisque ce travail était aussi beaucoup sur ça, sur être entouré, voire englouti. Et donc là, c'est vrai que tout est peint, tous les murs sont peints, la porte, le plafond, et donc on rentre et puis on est complètement entouré. Et donc c'était presque l'apothéose de cette recherche-là. Mais j'étais déjà, dans mon atelier, j'étais déjà passée à d'autres choses entre-temps. Ouais. Ouais. Oui. Ah, attends, oui, dans celle à côté de vous, là d'ailleurs. Ouais. 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 Bah, je trouve que dans certaines, il y a beaucoup plus l'idée d'une charge presque animale, où on pourrait imaginer des cerfs ou des taureaux voilà, qui se chargent. Et dans celle qui est là, c'est vrai que, et je crois que c'est son titre d'ailleurs, Lean on me, comme la chanson, j'ai besoin d'un ami sur lequel me reposer, me soutenir. Donc en fait, il y a une répétition, mais comme je disais, il y a un renouvellement, puisque chaque corps raconte un autre rapport à l'autre, qui peut être dans la volonté de domination, ou au contraire dans le soutien et dans le soin de l'autre. Et il y a de la tendresse aussi dans certains. Là, une personne, avant d'arriver ici, j'ai posé à une personne, une amie à qui je parle quand je dois rencontrer un artiste. Et donc je lui dis, mais qu'est-ce que tu as ressenti par rapport... Elle n'est pas venue voir l'exposition, mais elle a vu des images, elle a circulé beaucoup, etc. Et par rapport au titre, et ta citation aussi par rapport à la chanson et à l'amour. Et en effet, là, ça l'a rappelé, ça c'est incroyable, elle est française, hein, ça l'a rappelé Roland Barthes, évidemment. Et enfin, évidemment, quand on parle d'amour, évidemment, on adore penser à Roland Barthes. Et la citation qu'il ferait de Napoléon, qui Napoléon il mettait un rapport à l'amour, à la bataille. Mais pas la bataille comme un rapport entre deux personnes, mais comme quand une bombe t'arrive et tu as toutes ces conséquences, ces tragédies, des folies, des pères en panique et tout ça. Je trouve ça incroyable comme la perception de ton travail, et même avant qu'on le voit, ça donne des sentiments tellement contrastés et différents, comme une narration, comme une expérience personnelle. Il y avait une question là, monsieur. Vous aviez une question là? Ouais. Si vous regardiez des peintres contemporains, et si vous en nourrissiez, ou si au contraire c'est quelque chose que vous teniez à distance, et si vous regardez des peintres contemporains, lesquels? Récemment, j'ai vu très peu de choses en vrai, donc pour moi la peinture ça reste quand même quelque chose qu'on voit en vrai, donc il y a beaucoup de choses maintenant qu'on voit à travers le filtre d'un écran, et c'est vrai que j'ai été dans cette frénésie créatrice depuis quelques années où j'ai passé plus de temps dans mon atelier que dans les expositions et les musées. Donc là, je sens aussi que j'arrive à une étape, à un moment de ma vie où j'ai besoin de reprendre mon souffle et d'aller voir des choses en vrai à nouveau. Après, quand je réagis à de la peinture des autres, souvent je réagis de manière très peintre, c'est-à-dire que je vais réagir à des couleurs, à des fonds, à des gestes qui vont me donner, que je vais trouver... C'est comme des gourmandises en fait, c'est très étrange, mais c'est quelque chose qui vous fait courir à l'atelier pour vous remettre à peindre. Donc c'est pas forcément avec beaucoup de distance que je vois la peinture en vrai, la peinture de mes contemporains. Peut-être plus de distance quand je vais voir des choses voilà, au musée d'Orsay, où là cette semaine on était voir les nymphéas à l'orangerie. Et... Encore que je reste pas si calme que ça, mais ouais. Après, ouais. Est-ce que les paysages autour de Los Angeles, est-ce que la Californie aussi vous a inspiré, et qu'est-ce qui a changé en fait en déménageant à l'autre bout du monde, ouais, c'est loin quand même, oui, c'est vrai.
Ce qui a changé, c'est vraiment le rapport à l'espace dont je parlais tout à l'heure, vraiment avec l'atelier. Ça, pour le coup, parce que c'est ma vie du quotidien, le rapport à la ville, comment on circule dans une ville, c'est tellement important. Là, je m'en rends compte en revenant à Paris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé de temps à Paris, mis à part en passage éclair, et donc de me dire, parce que comme je parle beaucoup du corps en fait, et donc comment un corps se déplace dans la ville, à quel point ça influence la manière dont notre pensée circule dans notre esprit, et je trouve qu'il y a une fluidité des déplacements dans la ville de Los Angeles, donc, qui se font en voiture, mais en voiture fluide, c'est-à-dire que les voies sont larges, on peut rouler parfois plus vite. Il y a beaucoup plus de ciel ouvert, il y a beaucoup plus d'espace entre les bâtiments qui donne, j'ai l'impression que mon sang circule mieux dans mon corps et que mes idées circulent mieux dans mon esprit. Et donc ça ne m'a pas ralenti, ça m'a peut-être au contraire encore plus accéléré parce que ça me permettait de lâcher en fait ce flux comme une écriture automatique. Ouais. Prochaine exposition, prochaine après là, pour la future. Donc prochaine après Boisgeloup, donc ça sera à Hong Kong en janvier. Et je crois que j'ai encore... mais bon, qui sait ce qui peut se passer parce que en fait, c'est très lié à ma vie en fait. Donc quand il y a un événement qui se passe... Oui, c'est un peu comme ça. Il semble que quand il y a un événement, depuis toujours, qu'un événement, ça détermine une exposition, même un lieu. Voilà, j'avais prévu de faire quelque chose, là il s'est passé ça et bon, c'est devenu ça. Mais a priori, j'ai envie vraiment de continuer à travailler sur un peu ce dont je parlais par rapport à la question du vampire et du baiser. Comment on passe de la tendresse au cannibalisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis aussi pour qui on peint. Parce que c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question. Et je me pose aussi la question parfois, pourquoi travailler autant? Pourquoi être... Parce qu'il y a l'usure du corps aussi, par moments la fatigue que j'avais commencé un peu à travailler dans cette série des chercheurs d'or, justement, où c'était vraiment le corps fatigué que je voulais représenter, qui en fait c'était mon propre épuisement parfois, dans lequel j'arrive à des états d'épuisement oui, les chercheurs qui ont échoué. Qui n'ont pas trouvé d'or en fait, et qui se demandent est-ce que je continue à chercher, cette sorte d'addiction à la recherche, qui est un peu ce qui arrive, je crois, dans les ateliers des artistes, c'est que beaucoup, je crois, on oublie ce qu'on cherche, on est juste rentré dans ce processus d'addiction à la recherche, en fait. Peut-être on a perdu le fil de ce qui nous avait engagé au départ, mais voilà, chaque petite étape nous donne l'espoir que ça va être encore mieux l'étape d'après, et donc on continue. Un peu comme un chercheur d'or, en fait, qui se dit qu'il y a toujours la colline d'après, la rivière d'après, et qu'il faut continuer. Donc voilà, donc du coup, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette aventure-là, d'où ça vient d'avant même ma vie et d'avant la vie, je pense. Ça traverse certaines personnes, la création, et la question de la direction, c'est-à-dire que quand je parlais des regards et que je peignais en essayant d'accrocher le regard, je suis en train de communiquer en fait à ma manière. Et donc là, en pensant encore une fois à la chanson, et notamment à la chanson d'amour, j'ai vraiment l'impression que les chansons d'amour ont toujours été écrites au départ pour une personne. Chaque chanteur ou chanteuse a écrit en pensant à quelqu'un, et qu'ensuite on touche à cette sorte d'universalité qui englobe des quantités de gens et qu'on peut réécouter au-delà des époques en fait. Et je pense que dans la peinture, il y a quelque chose d'équivalent, c'est qu'au départ, une peinture va être dédiée plus ou moins consciemment à une personne, et puis qu'est-ce qui fait que ça bascule dans quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Donc ça, je trouve que c'est un beau sujet, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais voilà. Okay. Et ça, c'est Hong Kong, donc peut-être. On verra, ouais, voilà. Qui sait. Mais merci beaucoup. Merci.